Merci beaucoup, Monsieur Pifto, pour cette intervention qui est parfaite pour démarrer la journée, puisqu'elle permet de donner un cadre qui permet de penser et d'organiser la complexité de la situation. Madame Avenard, vous êtes donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, défenseur des enfants auprès du défenseur des droits. En novembre, vous avez publié un rapport vraiment très important sur la part des institutions publiques dans les violences subies par les enfants. Vous écriviez alors « Les logiques des institutions publiques continuent à prendre trop souvent le pas sur l'attention et le soin à apporter aux enfants. » Et vous aviez notamment pointé la situation particulière des enfants handicapés. On sait à quel point votre parole est importante parce qu'elle porte, parce qu'elle permet de nous éclairer, enfin de rappeler le droit. Et donc nous sommes très heureux de vous avoir ce matin parmi nous pour nous éclairer cette fois-ci sur le sujet qui nous importe. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Donc 10h05, j'ai une demi-heure, je regarde un peu. En tout cas, merci à l'APF pour cette invitation ce matin. L'APF est un membre actif du comité d'entente du défenseur des droits, d'un des comités d'entente du défenseur des droits qui rassemble des représentants de la société civile et en l'occurrence des représentants du secteur du handicap. Mais il y a d'autres comités d'entente qui portent sur la santé, sur la protection de l'enfance, etc., etc. Donc c'est un honneur et un bonheur pour moi d'intervenir après Denis Pifto, qui a effectivement bien campé le décor. Moi, je vais intervenir en tant que défenseur des enfants, donc je vais vous parler des enfants. Mais j'ai juste rappelé quand même que le défenseur des droits a d'autres compétences et d'autres missions que la défense et la promotion des droits de l'enfant et de l'intérêt supérieur de l'enfant, puisqu'il a également comme compétence en particulier la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. Et pour cela, c'est un autre collègue, un autre adjoint, qui est un collègue à moi, qui est donc Patrick Goé, que vous connaissez tous, qui est en charge de cet aspect et de cette mission. Sachant que dans la répartition des rôles, tout ce qui est enfant, toute situation qui relève d'un enfant est traitée, me remonte et est traitée par les personnels dédiés à la défense des droits des enfants. Et cette matinée a été introduite par la notion de droits fondamentaux. Donc, le défenseur des droits, je le rappelle en préambule, est une autorité administrative indépendante dont l'indépendance est garantie par la Constitution, puisqu'il est inscrit dans la Constitution, et il a pour mission de veiller au respect des droits et libertés individuelles. Dans ce cadre, j'ai envie de dire que, d'une manière générale, nous sommes là, en quelque sorte, pour traiter des situations préoccupantes, quels que soient les domaines, quels que soient les publics concernés. Entre 95 000 et 100 000 demandes nous sont adressées tous les ans, qui vont porter sur les différents champs de compétences. J'ai parlé aussi de la discrimination, mais il y a aussi tout ce qui concerne la déontologie et la sécurité, ou les relations avec les services publics. Et les droits de l'enfant, dans tout ça, concernent 3000 réclamations. Donc c'est tout petit, on est tout petit pousset par rapport à cette grosse institution. Et dans cette grosse institution, mais nous bénéficions, les droits de l'enfant bénéficient d'une approche intersectorielle entre l'ensemble de nos missions et des pouvoirs d'enquête qui ont été élargis, d'enquête et d'instruction qui ont été élargis lors de la création du défenseur des droits. Donc, situation préoccupante. Ma mission en tant que défenseur des enfants est donc de veiller au respect de l'intérêt supérieur et des droits de l'enfant tels qu'ils sont consacrés en particulier par la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous sommes du reste mécanisme indépendant de suivi de la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l'enfant dans notre pays. De même que nous sommes également mécanisme indépendant de suivi de la mise en œuvre de la Convention internationale des droits des personnes handicapées avec des échéances régulières. Très prochainement, la France passera son premier examen concernant les droits des personnes handicapées. Pour les droits des enfants, plus spécifiquement, ce sera le 6e examen périodique de la France, donc il y a eu déjà une expérience. Le dernier remonte à 2015-2016. Et ce 6e examen se déroulera en 2022. Alors comment on exerce notre mission ? On l'exerce notamment à partir donc des remontées, des saisines que nous recevons
de la part de particuliers, d'associations ou de professionnels, et qui vont mettre en évidence des ruptures dans l'accès aux droits ou des atteintes aux droits des enfants. Les enfants eux-mêmes peuvent nous saisir, puisque sur les 3000 réclamations totales sur les droits de l'enfant, on a à peu près un peu moins de 15% d'enfants qui nous saisissent, qui nous écrivent ou qui nous téléphonent, ou qui nous adressent des mails. Et ça, c'est très important que les enfants, mais ça passe aussi par une bonne connaissance par les enfants de notre existence, et puis aussi, surtout, d'abord avant tout, du fait qu'ils ont des droits. Et ces réclamations, ces saisines, donc je disais, ce sont autant de situations préoccupantes, ce sont autant de petits faits vrais, comme les appelait Stendhal, c'est-à-dire elles décrivent, elles nous permettent de voir comment, dans les faits, dans la réalité, les choses se passent, quelle est la situation concrète, effective des enfants dans notre pays, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et souvent, ce qu'on constate, et je reprends ce que disait Denis Pifteau en disant grave, pas grave, ce qu'on constate, c'est que même quand les dispositions législatives, réglementaires ou les plans d'action sont appliqués, eh bien, ils ne sont pas toujours appliqués dans le respect de la personne, de sa dignité, de son intégrité physique et psychique. Et quand je dis la personne, là, bien sûr, moi, je parle des enfants, puisque c'est mon créneau, si je puis dire. Par exemple, un exemple qui est un peu éloigné de votre champ d'intervention, mais qui est parlant, nous pouvons être saisis de situations de harcèlement auprès d'enfants, de harcèlement scolaire. Et ce que nous constatons, c'est qu'il y a une banalisation dans les réclamations qui nous sont adressées, on le note de façon très claire, une banalisation de ces situations par les adultes qui vont recevoir la parole des enfants quand ceux-ci ont la chance, je dirais, ou l'opportunité ou de pouvoir exprimer cette parole. Une banalisation, une minimisation de ces faits qui se traduit par des délais de traitement plus longs, des conditions aussi de mise en œuvre des dispositions qui sont prévues notamment en termes de discipline pour les harceleurs présumés, qui ne sont pas, là non plus, respectueuses de l'intérêt de la victime du harcèlement. On a eu par exemple une situation dans laquelle les parents nous avaient saisi, une jeune fille avait été harcelée par 6 harceleurs. Et donc l'établissement scolaire a conduit a réuni le conseil de discipline, et donc il y a eu toute une après-midi et même une soirée, puisque ça s'est terminé à 23h, de temps de rencontre, enfin de réunion du conseil de discipline, où les 6 harceleurs ont été vus les uns après les autres. Les 6 harceleurs présumés étaient accompagnés de leurs parents, parce que les parents avaient été informés de leur possibilité d'être présents. En revanche, la jeune fille, qui était donc la victime, ses parents n'ont pas été informés qu'elle pouvait venir avec elle, et elle a assisté, elle a attendu donc, mettons, de 14h à 23h, seule, souvent face à face avec ses bourreaux, qui étaient, voilà. Donc ça, par exemple, typiquement, et ça rejoint vraiment le tableau qu'a présenté Denis Pifteau tout à l'heure. Donc, on peut dire théoriquement, en théorie, les textes la procédure, plutôt que les textes étaient appliqués, mais dans les faits, l'intérêt supérieur de cet enfant, de cette jeune fille, ses droits, son droit à être protégé, son droit à être respecté, son droit à la dignité, etc., n'ont absolument pas été respectés. En fait, c'est là-dessus souvent qu'on travaille. Alors, on travaille aussi sur la difficulté d'accès aux droits, aussi, bien sûr, mais même quand on a l'impression que les choses sont respectées, enfin que les droits sont respectés, que les procédures sont respectées, etc., on voit bien la différence, et c'est vraiment ce que nous, on va être amenés à déceler, à observer. C'est pour ça que je parlais de petits faits vrais, et on voit bien que c'est souvent dans des choses qui paraissent peut-être qui ne sont pas forcément identifiées, donc l'importance effectivement pour nous, de notre rôle, de rendre visible, de faire prendre conscience
rendre visibles ces dysfonctionnements et ces défaillances et de faire prendre conscience aux adultes, aux autorités, aux professionnels, aux institutions de ces réalités. Donc dans les réclamations, nous sommes beaucoup saisis, donc 3000, sur les 3000 quand même, juste en 2 mots, nous avons notre premier poste, je dirais, de notre premier motif de saisine, c'est tout ce qui concerne la protection de l'enfance. Mais ensuite, nous avons la situation des enfants handicapés, sachant que plus globalement, les saisines concernant les personnes handicapées sont le premier motif de saisine de l'institution. Donc on voit qu'il y a une forte intervention dans ce domaine, même si je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour lutter contre le non-recours au droit. Et donc une journée comme celle-ci me permettant même rapidement de vous présenter notre institution doit aussi vous permettre de mesurer que voilà, nous sommes aussi, on parlait de voies de recours, je crois tout à l'heure vous parliez, monsieur, des voies de recours, je pense aussi que c'est important de vous en parler. Et dans les réclamations qui concernent les enfants en situation de handicap, on a beaucoup là pour le coup, de non-accès au droit, c'est-à-dire par exemple à du périscolaire, au droit fondamental à l'éducation, au droit fondamental à la santé, etc. etc. Selon effectivement les cas, on a toute une série de situations sur lesquelles on a déjà été amené à nous prononcer, parce que chaque fois qu'on a une saisine, on l'instruit. Et sur la base, selon un principe du contradictoire, c'est-à-dire qu'on va demander au pouvoir public de nous répondre sur les faits qui sont reprochés, on les appelle les mises en cause. Et ensuite, on va donc conclure ce travail d'instruction par une décision ou des recommandations, souvent par la médiation. On intervient beaucoup par la médiation. On a plus de 500 délégués partout en France qui peuvent être rencontrés par le public, tout public. Qui considèrent que ces droits ne sont pas respectés. Et la médiation est un premier outil. Rétablir le dialogue entre des parents et des institutions qui ne les prennent pas en compte non plus. Elles ne prennent pas en compte forcément leurs enfants en tant que personnes, mais les parents non plus dans leurs attentes. Ce qu'on note aussi, ce qu'on note dans notre travail, c'est aussi le fait qu'on a beaucoup de droits qui sont proclamés dans notre pays. On a des dispositifs législatifs et réglementaires extrêmement sophistiqués, mais concrètement, dans l'effectivité, ces droits ne sont pas appliqués, ne sont pas mis en œuvre pour chacun des enfants, puisque je parle d'enfants, et c'est vraiment la différence entre les droits proclamés et les droits réels sur lesquels on travaille. On est amené à travailler, qu'on observe cette différence, avec évidemment une difficulté qui est celle du non-recours, parce que ce phénomène de non-recours qui est très, très fort, très présent, il peut avoir des conséquences extrêmement lourdes en termes de lien social et de vie de notre société. C'est tous les gens qui considèrent qu'ils ne sont pas concernés par les droits, et pire peut-être, à quoi bon, l'aquabonisme, comme le dit Jacques Toubon. Alors, nous analysons je disais que nous instruisons ces demandes, nous instruisons au travers des grands principes fondamentaux, des droits fondamentaux et de l'intérêt supérieur des enfants tels qu'ils sont consacrés en particulier par la Convention internationale des droits de l'enfant. Je voulais juste dire que l'intérêt supérieur de l'enfant signifie, en fonction de la Convention, signifie ou recouvre le fait que l'ensemble des droits des enfants soient respectés, sachant que les droits des enfants sont interdépendants des besoins fondamentaux des enfants. Ça, je crois que c'est vraiment important. Les droits ne sont pas virtuels ou quelque chose d'à côté ou de très technique et déshumanisé. Ils s'appuient, parce que c'est souvent comme ça, le droit, ça paraît une approche complètement pas humaine. Or, les droits des enfants, et l'intérêt supérieur de l'enfant englobe cela, sont interdépendants entre eux, parce que l'idée, c'est comme tous les droits humains, c'est des droits de l'homme, donc ils sont interdépendants entre eux, indissociables, c'est l'approche globale de l'être humain, dont la dignité, la liberté
et l'intégrité doivent être respectés, mais ils sont également interdépendants des besoins fondamentaux des enfants, qu'ils soient physiques, psychiques, sociaux, etc., etc. Et s'agissant des enfants en situation de handicap, les droits des enfants tels qu'ils sont consacrés par la Convention sont universels. Vous avez parlé de l'universalité, c'est aussi une des valeurs ou des principes des droits de l'homme. Ils sont donc universels, mais en même temps, la Convention reconnaît des droits, une attention spécifique aux enfants en situation de handicap, comme elle reconnaît une attention spécifique aux enfants relevant de la protection d'enfance, aux enfants qui sont aux enfants délinquants, aux enfants qui sont en détention, etc., etc. Et ce que nous constatons, c'est que pour tous ces enfants en situation de vulnérabilité, eh bien, ce sont ceux qui devraient être davantage aidés, soutenus, etc. Et ce sont ceux pour lesquels, dont les droits sont le plus atteints, sont le plus mis en cause, sont le moins respectés. Donc, par rapport au sujet, donc ce sont toutes des situations préoccupantes. Voilà, tout ce que nous recevons, évidemment. Alors, on pourrait dire, vous ne voyez que le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein, puisque vous ne recevez que par définition ce qui ne marche pas. Toutes les situations pour lesquelles il y a eu des démarches faites avant de nous saisir qui n'ont pas abouti. Mais au bout, ça va faire 6 ans. Puisqu'on arrive à la fin de notre mandat avec M. Toubon, puisque notre mandat est un mandat de 6 ans, et nous achevons notre mandat donc en juillet de cette année. Eh bien, avec l'expérience de ces 5 premières années, ce que je peux vous dire, c'est que cette a priori ou cette remarque, elle peut être facilement battue en brèche par le fait que les réclamations que nous recevons, elles vont pointer des difficultés réelles et qu'elles vont nous permettre de faire tout un travail aussi de sensibilisation, d'information, de sensibilisation, et un travail aussi pour faire bouger un peu les lignes et les représentations, en particulier sur les questions de bienveillance, de bientraitance, de prise en... Parce que quand on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant, eh bien, on parle aussi d'une approche bienveillante et compréhensive. Nous avons, je vais parler donc de notre rapport de 2019, mais je voulais dire aussi que nous avons, du coup, comme c'est un sujet important de notre institution, nous travaillons régulièrement sur la question des enfants en situation de handicap. En 2015 en particulier, je voulais juste citer, je vais faire aussi du teasing comme Denis Piveteau, juste citer notre rapport de 2015 qui portait sur les enfants en situation de handicap et relevant de la protection de l'enfance. Donc, alors le E, double vulnérabilité ou triple vulnérabilité. Et le titre de notre rapport, c'était « Des droits pour des enfants invisibles ». Et ce qu'on montrait dans ce rapport, c'est le premier rapport national sur la question, voilà, sur ce sujet. Et ce qu'il montrait, c'est qu'il y avait déjà un fort taux de prévalence du handicap chez les enfants relevant de la protection de l'enfance, de 7 fois supérieur au taux de prévalence en population générale, avec, là aussi, il a parlé de chiffres de Denis Piveteau, une absence de connaissances. Une absence, quand on dit invisible, c'est qu'en fait, ils sont très visibles, ces enfants, quand ils sont dans les structures. Ils mettent à mal un certain nombre d'équipes, de fonctionnements, etc., parce qu'ils ont des besoins particuliers et spécifiques auxquels il n'est pas répondu. Mais ils étaient invisibles je dirais, des radars des politiques. Étant à l'interstice, ou à l'intersection entre des politiques publiques différentes, en fait, ils étaient entre 2 chaises, si on peut dire, et donc doublement victimes des cloisonnements institutionnels que nous dénonçons régulièrement, l'absence d'approche globale, cloisonnement institutionnel, qui nuisent, fonctionnement silo, qui nuisent à une approche globale des enfants, une prise en compte des enfants autrement que par le prisme de leurs difficultés qui vont être traitées par l'un ou par l'autre ou encore par le troisième. Et dans ce cadre, alors, parce que je vais parler des institutions et de la violence dans les institutions rapidement, je vois que le temps passe vite, trop vite pour moi, parce que je suis bavarde. Mais je voulais quand même dire 2 mots sur ce rapport parce qu'il aborde la question de ce qu'on appelle les informations préoccupantes,
qui sont effectivement les saisines qui peuvent être parvenir au département, aux cellules de recueil des informations préoccupantes des départements, donc en cas de négligence grave ou de carence des parents ou de maltraitance, donc intrafamiliale. Et nous avons donc traité ce sujet en interrogeant les départements à l'époque pour savoir, voilà, on leur a posé une question un peu cash, est-ce que le handicap est une source d'entrée en protection de l'enfance? Donc on a eu des réponses. Bon voilà, je vous laisse regarder tout ça. Ce qu'on a, en tout cas ce qui est ressorti, et ça me fera la transition avec le rapport de cette année, c'est que la fragilisation des familles au moment de l'annonce du handicap est certainement un des facteurs qui entraînent l'entrée, qui ont pour conséquence une entrée en protection de l'enfance. Mais aussi, ce qui a été pointé dans notre rapport, c'est les effets des orientations tardives ou inadaptées des enfants porteurs de handicap dans des structures donc adaptées, qui entraînent. Donc, ce n'est pas lié à un danger dans la famille, c'est lié à des causes exogènes qui sont celles du fonctionnement du système, donc qui entraînent donc des saisines et des signalements ou des informations préoccupantes. Également, ce qu'on a appelé, nous, les carences institutionnelles, c'est-à-dire tout ce qui va concerner les délais d'attente, les modalités d'organisation des institutions, avec par exemple le fait que la fermeture des établissements médico-sociaux le week-end ou les vacances scolaires, on l'a pointé comme un sujet qui a pour conséquence que les enfants se retrouvent dans des structures ne disposant absolument pas de personnel spécialisé et formé de protection de l'enfance le week-end ou les vacances scolaires, à des moments en plus où il y a moins de personnel dans ces structures. Et donc, voilà, on avait déjà pointé des difficultés que vous avez sans doute, puisque voilà, je pense que tout le monde a pu voir ce reportage récent. On avait déjà pointé des difficultés qui sont ressorties, notamment dans le cadre de ce reportage, dont on peut dire aussi beaucoup de choses par rapport à sa prise de position extrêmement manichéenne, mais quand même, il y a des réalités qu'il faut regarder en face, qu'il faut rendre visibles. Juste une précision, effectivement, c'est 25% des enfants qui font l'objet d'une mesure de protection de l'enfance sont reconnus handicapés par les MDPH. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a certainement encore un peu plus que les 25%, mais déjà c'est énorme, 25% des enfants faisant l'objet d'une mesure de protection. Et pour compléter, donc, quand on avait fait notre enquête, on avait essayé, comme il n'y a pas d'éléments de chiffres, on avait essayé d'approcher. Alors 25%, comme vous dites, c'est une évaluation, une estimation prudentielle. Mais dans ces 25%, les troubles du comportement sérieux et sévères, les troubles du développement les troubles neurodéveloppementaux sont, d'après ce qu'on avait pu estimer, les majoritaires. Parce qu'il y avait effectivement peu de handicaps d'ordre physique qui étaient remontés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais voilà. Et donc, voilà. Et du coup, je fais le lien avec ce reportage sur M6 récent sur ces enfants en protection de l'enfance où on nous dit les structures n'étaient pas adaptées, ce qui est une réalité malheureuse et sur laquelle, au-delà de ce qu'on peut penser de la manière dont le film a été réalisé, moi je pense que ça nous invite à nous indigner. On ne peut pas supporter et accepter ce genre de situation, en tout cas qu'elle perdure. Donc, sur les violences, donc j'ai 7 minutes pour vous parler du rapport. Là, pareil, teasing. Donc, on a voulu, l'année dernière, nous intéresser aux violences dans les institutions. Toutes les institutions, quelles qu'elles soient, parce que nous avons constaté que nous étions de plus en plus saisis de situations de cette nature. En tout cas ayant trait à ce sujet, en particulier concernant des violences directes,
d'adultes sur enfants. C'était le cas beaucoup dans les saisines que nous avons eues, à l'éducation nationale, ou en protection de l'enfance, ou dans certains foyers éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse, ou dans des centres de détention pour mineurs, délinquants, mais aussi entre enfants, une augmentation des réclamations portant sur le harcèlement à l'école. Donc ça, c'est ce que j'appelle les violences directes, mais aussi des violences plus invisibles, liées en particulier à des situations de discrimination envers les enfants, à des situations dans lesquelles l'intérêt de l'enfant ne va pas être prioritaire par rapport à d'autres intérêts. On a été amené, par exemple, à constater que dans beaucoup de situations de cette nature, quand il y avait un enfant dont le comportement posait véritablement de gros problèmes et qui ne pouvait pas être, l'équipe arrivait, l'institution arrivait au bout d'une prise en charge, était confrontée à eh bien, la réponse qui était apportée était une réponse assez systématique. Je parle des réclamations que nous avons reçues. Et que nous avons traité d'une réponse quasi systématique d'exclusion de l'enfant sans préparation, sans anticipation sur l'après. Ce qui nous a d'ailleurs amené à faire une recommandation là-dessus. D'ailleurs, on le voit également en matière de harcèlement scolaire, parce que ce qui m'avait frappé en recevant toutes ces réclamations des parents sur le harcèlement scolaire, c'est que quand les parents nous saisissent, donc c'est à la fin d'un long processus, et difficile processus, mais ce qui m'avait frappé, c'était que les enfants, les victimes, avaient toutes quitté leur établissement scolaire entre-temps. Et ça, ça m'a frappé et ça m'a interpellée. Parce que c'est un peu la logique du bouc émissaire. Et en plus, ça n'est pas de nature à favoriser une compréhension par les autres élèves. Enfin, je veux dire, il y a un sentiment de la gravité de ce qui a été posé par certains et vécu par d'autres. Voilà. Donc, on a décidé donc, de consacrer notre rapport à ces questions, donc très largement, des violences qui se déroulent dans les institutions, soit par l'action, soit par l'inaction, et d'aller regarder d'un petit peu plus près quelles étaient les dispositions prises pour prévenir et faire cesser ces violences. Et on a notamment regardé toute la question des signalements, le protocole de remontée des événements indésirables, par exemple, la question de l'évaluation de la qualité de service, la question des contrôles des établissements et services. On est allé aussi regarder comment la sécurité des enfants était garantie dans les institutions, par exemple en allant expertiser la question de la consultation des fichiers de police judiciaire en amont du recrutement des professionnels. On a vu qu'il y avait des failles et des manques, de même d'ailleurs que sur le contrôle des structures. Nous sommes allés regarder aussi quels étaient les freins au signalement. J'en profite pour dire que notre institution, le Défenseur des droits, j'ai cité 4 missions tout à l'heure, mais il en a une 5e depuis décembre 2016, qui est la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte. Et donc c'est aussi important de vous le signaler, parce qu'effectivement, dans le cadre des démarches de signalement qui peuvent être faites par des professionnels, il faut absolument que les professionnels soient garantis contre toute forme de représailles. Alors sur les droits de l'enfant, c'est prévu par le texte, par la loi, le fait que vous ne puissiez pas, un professionnel qui va dénoncer une atteinte aux droits des enfants ne peut pas être poursuivi au plan disciplinaire et autres. Mais en plus, à côté de ça, il y a ce dispositif de lanceur d'alerte. Et puis,
ça, c'était un petit peu la première partie ou la partie émergée de l'iceberg. Et nous sommes allés après regarder la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire le poids des institutions, des violences, induites par les institutions elles-mêmes. Et en allant regarder, et ça c'est une définition d'Eliane Corbet, tout ce qui va contredire ou va contrevenir aux lois du développement et qui va donner prééminence aux intérêts de l'institution sur les intérêts de l'enfant. Donc vous voyez, ça fait écho avec l'intervention de Denis Pifteau tout à l'heure. Donc on a pris plusieurs exemples. On est allé regarder la protection de l'enfance et voir comment le besoin de sécurité des enfants, eh bien, il était mis à mal par des parcours extrêmement morcelés de ces enfants. Et comment on pouvait lutter contre ce morcellement. Je parlais tout à l'heure du cloisonnement, cloisonnement aussi qui entraîne du morcellement et une instabilité des parcours également. Et puis, nous sommes aussi intéressés à la question de l'organisation même des institutions publiques, en pointant plusieurs aspects, en pointant, et Denis Pifteau a parlé des moyens, en pointant la question des moyens consacrés à l'enfance. Le Comité des droits de l'enfant, en février 2016, a recommandé à la France, dans ses observations finales, suite au 5e examen périodique, a recommandé à la France d'allouer des ressources suffisantes à l'ensemble de l'enfance, c'est-à-dire tous les domaines confondus, puisque la vision c'est sur l'ensemble des droits de l'enfant, et a considéré qu'en dépit de progrès réalisés, l'engagement de notre pays n'était pas à la hauteur de sa place de 6e puissance économique mondiale. Donc, on voit bien, voilà. Pourquoi? Parce que les moyens, ils sont indispensables pour réduire les délais de traitement, pour réduire les délais d'attente, pour pouvoir offrir aux enfants des réponses qui soient adaptées véritablement à leurs besoins, d'une manière collective et d'une manière individuelle, puisque l'intérêt supérieur de l'enfant, il doit être apprécié dans le concret, dans chaque situation et de manière singulière. Également pour permettre une détection précoce des difficultés, et nous avons pointé dans notre rapport aussi l'impact des difficultés rencontrées par des services de prévention comme la protection maternelle et infantile, comme la médecine scolaire. Nous avons pointé aussi la question de la pédopsychiatrie et des difficultés rencontrées par la pédopsychiatrie. Quand je dis des difficultés, c'est un euphémisme. D'ailleurs, au niveau européen, il y a un réseau des défenseurs des enfants européens et lors de mon année de présidence, nous avons travaillé au niveau européen sur la question de la pédopsychiatrie et voilà, avec un constat extrêmement, alors là, pour le coup, alarmant dans notre pays. J'y reviens pas, mais on l'a redit. Et puis je vais terminer. Mais également, nous nous sommes intéressés à la question des organisations de travail pour permettre aux professionnels de retrouver du sens à leur mission, pour permettre de faire qu'ils aient suffisamment de temps pour ne pas être que dans la production de documents administratifs. Pour les enfants en situation de handicap relevant de la protection de l'enfance, il y a au moins 6 documents à réaliser par les équipes. Quand on est dans cet excès de formalisme, je défends le projet pour l'enfant, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas formaliser les modalités de l'accompagnement avec auprès d'un enfant, avec un calendrier, etc. et des objectifs à atteindre. Je ne dis pas ça. Mais il faut quand même se poser la question de qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que c'est répondre à des normes de cette nature ou est-ce que c'est être en présentiel avec les enfants? Dans une des situations que nous avons examinées l'année dernière, une petite fille, c'était la situation d'une petite fille qui, jusqu'à ses 6 ans, n'a pas été protégée dans son domicile, au domicile de ses parents. Elle a été victime de viols répétés de la part d'un ami de ses parents qui était hébergé chez eux. Cette petite fille, elle a fait l'objet de plein de mesures, de plein de signalements, etc.
d'un accompagnement éducatif, elle n'a jamais rencontré toute seule l'éducatrice qui la suivait en AMO. Jamais. Donc du coup, pendant 6 ans, elle a été la proie de ce prédateur. On est allé aussi interroger la question de la coordination, la question des silos, etc., etc. En fait, pour montrer que les violences, elles pouvaient être induites par le fonctionnement même des institutions et qu'il y avait une responsabilité des institutions à s'interroger sur ces questions. Et donc une responsabilité aussi dans les associations, dans les institutions publiques, à créer des ponts aussi entre la politique un peu générale, le projet de service, le projet d'association, le projet d'établissement et les professionnels, et pour qu'il y ait un discours partagé et un terrain, il n'y a pas meilleur terrain de connaissance et d'appropriation partagée que celui des droits, parce que les droits, c'est objectif. Et ça permet à des cadres, à des professionnels de terrain, de parler le même langage, en tout cas de se poser les mêmes questions, quelles que soient après les approches, les spécificités. Et je termine sur juste une chose, j'ai 5 minutes déjà de passer, mais juste parler aussi de la question de la parole. La parole, Denis Piveteau en a parlé tout à l'heure, hein, et j'ai noté ce qu'il disait, la question effectivement de verbaliser ce qu'on ressent, etc. C'est encore plus vrai pour les enfants, qui sont encore plus, je dirais, qui sont des personnes vulnérables par définition, plus vulnérables que des adultes, et qui sont par définition encore plus sous l'autorité d'adultes qui vont être présents auprès d'eux. Et je crois vraiment que ça, c'est un des enjeux des années qui viennent, que de permettre aux enfants de s'exprimer, et on le note aussi dans notre rapport. C'est la raison pour laquelle l'année dernière, nous avons lancé avec Jacques Toubon une consultation nationale des enfants, à laquelle ont participé 2200 enfants. Nous les avons interrogés nous leur avons demandé de réfléchir à leurs droits, à la réalisation de leurs droits, et ces 2200 enfants nous ont dit des choses fabuleuses, extrêmement pertinentes, que nous avons regroupées, 276 propositions, nous avons regroupées dans un recueil qui est sur notre site. Donc je vous invite là vraiment à le regarder, je ne vous en dis pas plus. C'est assez extraordinaire. Et en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est extraordinaire, ce n'est pas d'avoir fait le recueil. C'est le retour que nous font les équipes éducatives, les accompagnants, parce qu'on a eu 50 associations ou institutions qui ont participé à notre consultation et qui ont organisé les ateliers avec les enfants. Non, ce qui est fantastique, c'est ce qu'ils nous disent, oui, c'est des enfants eux-mêmes. Combien ça les a fait évoluer positivement. Ils nous parlent d'enfants lumineux, d'enfants qui veulent s'engager, alors qu'on avait des enfants très vulnérables dans notre consultation. On avait 25% d'enfants relevant de la protection de l'enfance, par exemple, ou d'enfants vivant dans des familles pauvres. Donc ça fait 50, plus les autres. Eh bien ça, je trouve que ça doit nous inviter vraiment à nous dire que c'est ça l'approche bienveillante. Et c'est vraiment, et le bien-être des enfants passe aussi par une prise en compte et une considération de sa personne et de sa parole. Voilà, j'ai été trop long, mais merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Avenant. Mais c'est vrai que c'est essentiel de rappeler qu'effectivement, le défenseur des droits, le défenseur des enfants, voilà, sont là et que vous, les professionnels, les parents, les enfants, vous pouvez les saisir. C'est vraiment une institution qui est, moi, que je trouve vraiment essentielle aujourd'hui dans le fonctionnement de la société. Et je vous invite notamment à aller sur le site du Défenseur des droits pour vous saisir et pour voir également les décisions qui sont rendues. Et vous trouverez forcément des décisions qui correspondent à des situations auxquelles vous êtes confrontés. Et elles sont toujours très, très éclairantes. Elles sont anonymisées, mais elles sont basées sur des cas réels. Et elles permettent d'avoir le droit qui est là, qui est rappelé, quoi. Donc c'est un outil vraiment essentiel. Merci beaucoup.